Blaise Compaoré en superstar dans la région du Bourkiembe et du Sangué, à la faveur de la 14e édition des Journées de la Commune, le président du Faso a confirmé sa popularité dans des échanges avec les populations. Et puis les 10 ans de l'élargissement de l'Union européenne fêtés à Ouagadougou, occasion pour comprendre davantage cette union qui défraie la chronique chez les Européens eux-mêmes. Et puis va-t-on vers la paix au Soudan du Sud? Les deux chefs belligérants, Riek Machar et Salva Kiir, ont signé un cessez-le-feu à Addis Abeba sous l'égide de la communauté internationale. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Merci de suivre le 20h de la télévision nationale du Burkina Faso. En marge des journées de la commune burkinabé, le président du Faso, Blaise Compaoré, s'est entretenu avec les forces vives de la région du centre-ouest dans l'enceinte du centre polyvalent de Koudougou. C'est une foule immense composée de toutes les couches sociales qui ont exprimé leurs préoccupations au chef de l'État. Tout en saluant les efforts du président pour les grandes réalisations opérées en faveur de la région, les populations ont formulé le vœu de voir d'autres projets naître pour le développement socio-économique de la localité. Reportage signé Isaïe Parkouda. Blaise Compaoré face aux forces vives de la région du centre-ouest. Ils sont tous là, les élus locaux et nationaux, les femmes, les jeunes et les chefs coutumiers. Tous sont venus poser des préoccupations de la région. Tout en appréciant ce qui est déjà fait pour la région, les forces vives ont marqué leur intérêt pour le bitumage des voies et la construction des infrastructures. Pour les femmes et les opérateurs économiques, l'octroi de crédit, la mise en place d'une zone industrielle, l'allègement d'impôts seront très appréciables pour le développement local. Par rapport à la réouverture de l'ex-Faso-Fani, pour que les jeunes puissent avoir de l'emploi, nous sommes restés un peu sur notre fait, mais comme il a promis que c'est en étude, alors je pense que si le gouvernement peut vraiment se pencher sur ce point-là, ça va plaire beaucoup aux jeunes et à notre région. Le président du Faso, à son tour, s'est réjoui de la mobilisation des fils et filles de la région. Pour ce qui est des doléances facilement résolvables, le président Compaoré a donné des instructions séances tenantes et pour les autres, il promet y réfléchir profondément. Nous devons poursuivre ensemble les conquêtes déjà réalisées, qui ne sont pas suffisantes pour donner à notre nation des capacités de résister à un environnement international qui est toujours difficile. Mais surtout que vous nous avez indiqué ici quels sont les secteurs, quels sont les domaines dans lesquels nous devons encore nous investir pour donner plus de force à notre économie, à notre enseignement, à l'éducation des jeunes, à l'insertion des femmes dans la production économique, à relever les capacités de nos opérateurs économiques, à donner à notre jeunesse plus de fierté et d'engagement pour ce pays. C'est dire donc que la ressource humaine autour de la santé et de l'éducation, de la formation, je crois que cela doit être un référentiel pour nous si nous voulons donner au Burkina Faso des capacités plus grandes pour émerger. Cette sortie du chef de l'État à Koudougou a permis aux populations de communier avec leur président tout en appréciant la paix et la stabilité du pays dont il est le principal artisan. Et ce que moi je retiens, c'est la sincérité du débat, c'est la vérité du discours. Nous souhaitons toujours de la patience au président, de la tolérance surtout, parce que nous savons que gérer une nation, c'est une tâche très difficile. Nous, au niveau de la chefferie coutumière, nous ne souhaitons que cela. Nous ne souhaitons que la paix. Tout en se donnant des bilans de promesses, le président du Faso poursuit son périple ce samedi 10 mai à Réau. Et puis le chef de l'État était ce matin à Réau, dans le Sangué. Fousseni Kino, notre reporter, est en salle de montage. Dans quelques instants, nous allons vous montrer cette étape de Réau. Ceci dit, 7 orpailleurs ont perdu la vie dans des mines à Kari, à 9 km de Houndé, dans le Tuy. Le drame s'est produit dans la nuit du jeudi à vendredi dernier, suite à une pluie tombée dans la localité. Reportage de Amadou Lougué. Voici les habitations des orpailleurs. De là au lieu du drame, il vous faut environ 30 minutes de marche. L'accès est impossible en véhicule. Nous arrivons au site d'or en question aux environs de 16 h ce vendredi. Les sapeurs-pompiers travaillent depuis le matin avec les moyens dont ils disposent. Il faut d'abord évacuer une importante quantité d'eau des puits d'orpaillage. Il faut ensuite extraire un à un les corps sans vie de ces trous profonds à l'aide d'une corde.
Cette galerie fait au moins 60 mètres de profondeur. Cette intervention est une intervention particulière chez nous, c'est-à-dire qu'il faut engager des personnels à l'intérieur pour pouvoir extraire les victimes. Et c'est ce que nous faisons depuis le matin, grâce au matériel de sauvetage que nous disposons. L'incident s'est produit la veille dans la nuit. Les orpailleurs auraient été surpris dans les trous par des eaux de pluie. Hier, vers à partir de 17h, voilà, le ciel était menaçant. J'ai dépêché une équipe ici de dire aux gens de cesser les travaux, d'attendre la pluie. Bon, effectivement, il y a des gens qui sont venus pour sensibiliser les gens. D'autres ont accepté, ils sont sortis. Mais ceux qui étaient occupés en train de taper leur minerai, ils n'ont pas en tout cas écouté. Et c'est vers 22h, ils sont venus me dire que l'eau a coulé et rentré sur les gens. On parle d'au moins 7 victimes. L'eau est rentrée dans les trous pour les trouver là-bas. Donc, on lui a fait sortir, mais il n'est pas en vie encore. Au moment où nous quittions les lieux aux environs de 17h, les sapeurs-pompiers continuaient les recherches pour tenter d'extraire d'éventuels corps. Et oui, le dernier bilan de l'éboulement sur le site d'exploitation artisanale d'or de Kari fait état de 8 morts et les recherches se poursuivent. Notre reporter Karim Patrick Namouano reviendra dans nos prochaines éditions sur ces drames. Ceci dit, comme je vous le disais en titre, Blaise Compaoré était reçu ce samedi en fin de matinée en grande pompe à Réau dans le Sanguier. Bain de foule, acclamations et messages de fidélité et de soutien ont surtout dominé la visite du président du Faso au chef-lieu de la province du Sanguier, compte rendu signé Souleymane Sanou Fousseni-Kindo. Réau dans le Sanguier, le président du Faso accueilli en grande pompe. Blaise Compaoré, au contact de son peuple, est venu ici féliciter et encourager les populations pour leur engagement à ses côtés, à bâtir un Burkina de paix, d'amour, de travail et de prospérité. Au meeting de Réau, Luc Adolphe Tiao, Premier ministre, Djilba Solé, général et ministre des Affaires étrangères, Tertus Zongo, ancien Premier ministre et bien d'autres personnalités de la région du Centre-Ouest et du Sanguier qui font honneur au Burkina Faso. Ce qui a été d'ailleurs relevé par la majorité des intervenants à la tribune des allocutions. Et le Sanguier reconnaissant au président du Faso pour ses actions de construction et de développement de la localité n'a pas tari d'éloges à son endroit. Que ce soit le représentant des anciens, des femmes, des jeunes et des élus locaux et nationaux, tous ont insisté sur le bon qualitatif opéré par la province sous la direction du président Compaoré. Bitumage de la voie Sabou-Koudougou-Didir, l'électrification des zones rurales, l'accroissement de l'offre en matière d'infrastructures socio-économiques, bref, le Sanguier a progressé grâce aux actions du président Blaise Compaoré durant tous les intervenants. Les intervenants qui ont d'ailleurs rassuré le président du Faso de la fidélité des populations du Sanguier à toujours être à ses côtés pour remporter les défis de développement, de cohésion et de paix ainsi que de stabilité du pays. Visiblement touché par cette marque de fidélité et de loyauté, le président du Faso a surtout félicité les populations du Sanguier pour leur mobilisation et relevé la nécessité pour lui de toujours travailler dans la consolidation de la paix et du bien-être de tous les Burkinabés. Nous avons des capacités aujourd'hui de transformer le Burkina, de continuer la transformation du Burkina, parce que nous avons conscience de nos capacités, parce que nous avons confiance en nous-mêmes. Car être sous ce soleil pour se parler, pour échanger, c'est justement parce qu'il y a un intérêt supérieur pour chacun de nous. C'est la nation burkinabé. Voilà pourquoi je viens juste vous féliciter, vous remercier et souhaiter surtout que vous continuiez de vous engager fortement avec nous et en commençant aussi à votre niveau. Car si j'ai parlé aux maires, c'est bien pour leur dire que la mobilisation que nous voulons pour notre nation, il y a une école par laquelle il faut passer aujourd'hui pour les citoyens, c'est la commune. C'est d'abord par la commune que nous allons apprendre à gérer la nation. Donc chacun doit se sentir citoyen responsable, un citoyen qui participe à la vie de la commune,
qui sait que dans la commune, il a des droits, mais il a aussi surtout des devoirs. Et c'est cela qui va nous conduire à mieux appréhender et mieux saisir notre rôle et nos responsabilités dans le mouvement de la nation. C'est vous dire donc que, chers camarades, chers amis, chers frères et sœurs, c'est cela qui est important pour nous aujourd'hui, à cette étape de l'histoire de notre peuple, la confiance que nous avons toutes et tous, que le Burkina, nous pouvons le faire changer, nous allons le faire changer. Blaise Compaoré a terminé en appelant les populations du Sangué au rassemblement autour de ce qui nous unit ici au Faso, à savoir la paix et la cohésion pour un développement solidaire. Et puis la fête de l'Europe a été célébrée hier à la résidence du chef de la délégation de l'Union européenne à Ouagadougou. Ce 10e anniversaire de l'élargissement a été une occasion de révisiter les actions de l'Europe dans notre pays. Le reportage porte la griffe de Abdelaziz Yagibou. Coloration des valeurs qui fondent l'Union européenne. Une union qui, à la faveur du grand élargissement dont le 10e anniversaire est célébré ici, a vu le nombre de ses États membres passer de 15 à 25. Depuis l'année dernière, avec l'entrée de la Croatie, l'Union européenne, c'est désormais 28 États. Des États qui, tout en œuvrant à mieux asseoir une Europe solidement unie, travaillent au resserrement des liens économiques et commerciaux avec les pays d'Afrique. Au Burkina, l'Union européenne est engagée sur plusieurs fronts. L'aide au développement, la lutte contre la pauvreté, l'accompagnement de la croissance et le renforcement de la démocratie et des droits humains. Le principal instrument d'appui à ces volets, c'est le Fonds européen de développement, FEDS. Durant la période 2008-2013, les engagements pris à travers la 10e phase de ce fonds ont consisté à des versements annuels sous forme de dons qui s'élèvent pour le Burkina à environ 300 millions de francs CFA par jour. Depuis quelques années, l'Union européenne, c'est-à-dire les États membres et les institutions de l'Union européenne, ont acquis une nouvelle dimension politique sur la scène internationale. Et ça se décline ici également, bien sûr, auprès du Burkina Faso et auprès des pays de l'espace sahélo-saharien, qui connaît de nombreuses atteintes, notamment à sa sécurité et à sa stabilité. Et donc les Européens ont pensé qu'il fallait avoir une approche intégrée en termes de développement et de sécurité, ce qui nous a conduit à mettre en place une stratégie particulière, stratégie Sahel pour la sécurité et le développement, qui bénéficie à quelques pays de la sous-région, dont le Burkina qui vient d'entrer dans cette stratégie. Donc je dirais qu'il y a une continuité historique, il y a une diversification de la forme prise par cet appui, sans remettre en cause ce qui a été fait. Et puis, il y a maintenant un engagement, une nouvelle étape d'un engagement pour le futur. Pour le 11e FED, prévu pour couvrir la période 2014-2020, c'est une enveloppe initiale estimée à plus de 408 milliards de francs CFA qui sera injectée dans 3 secteurs de concentration au Burkina. La gouvernance, la santé et la lutte contre l'insécurité alimentaire. En termes de montant, c'est vraiment un montant qui est en augmentation par rapport aux allocations antérieures. Et c'est dire que quelque part, il y a la confiance qui demeure, la confiance qui est là, et on ne peut que s'en féliciter et souhaiter vraiment qu'elle puisse se renforcer davantage. À cette soirée dédiée à l'Union européenne, le Burkina, qui a vu son rôle de stabilisateur régional salué, a été du reste invité à ne pas baisser la garde face au risque de montée en puissance du terrorisme et de l'extrémisme. L'Union européenne, quant à elle, connaîtra dans les mois à venir des changements politiques importants avec un renouvellement de toutes les institutions européennes. Et puis la célébration de la fête sera ponctuée par une série d'activités, au nombre desquelles une conférence qui se tiendra le 20 mai de 15h30 à 17h30 à l'université de Ouagadougou et une semaine européenne du cinéma à l'Institut français du Burkina du 15 au 24 mai prochain. Ceci dit, évaluation des services de santé et d'éducation par les communautés. C'est le titre d'un ouvrage de Michel Ouedraogo qui entre dans le cadre d'un projet d'appui et de suivi-évaluation participatif de la Banque mondiale. L'ouvrage de l'économiste a été dédicacé jeudi dernier à Ouagadougou en présence de Yolande Lompo. Ce livre, édité en 2013 grâce au soutien financier du Japon, fait ressortir les résultats des évaluations des services de santé et d'éducation faites par les communautés elles-mêmes. Car
Pendant longtemps, l'évaluation a été une question managériale. Structuré en 3 chapitres, il comporte 65 pages. Ce projet qui venait d'être mis en œuvre quand je finissais mes études de master se présentait vraiment comme une aubaine pour moi, puisque c'était mon domaine de spécialisation, le domaine dans lequel je voulais me spécialiser. Et alors, ce projet traitait également sur les questions d'éducation et de santé. Et ça m'intéressait vraiment parce que, comme vous le savez, l'éducation et la santé aujourd'hui sont reconnus comme des moteurs du développement. L'évolution de l'offre en termes de santé et d'éducation, l'état de surpeuplement dans les salles de classe, l'absentéisme des enseignants, la qualité des services et le coût des prestations proposées dans les CSPS sont entre autres les questions sur lesquelles 4120 ménages ont pu donner leur point de vue. Avec cette nouvelle approche mise en œuvre par la Banque mondiale, on veut ici associer les bénéficiaires elles-mêmes à l'identification d'abord même des problèmes qu'ils vivent. Les demander également de proposer des solutions pour développer les localités. Et c'est vraiment le point phare vraiment de cette recherche-là. L'étude a concerné 36 CSPS et 36 écoles de 18 communes des régions du plateau central, du Sahel et des Cascades. Et l'auteur est assistant de recherche au groupe de recherche et d'analyse appliquée pour le développement GRAD. La 14e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou aura lieu du 31 octobre au 9 novembre prochain. À cette occasion, Arthur Patien de Ouedraogo, ministre en charge du commerce, a séjourné à Paris pour échanger avec les acteurs du secteur de l'artisanat. Le compte rendu est signé Maxime Zango. En se rendant à Paris, les responsables du CIAO, le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, entendaient porter le plus loin possible les contours du salon afin de susciter le maximum d'engouement autour de l'événement tant en France qu'à travers l'Europe. L'un des temps forts de ce séjour dans la capitale française, la conférence de presse internationale à laquelle ont pris part de nombreux journalistes et responsables de médias. Pourquoi avoir choisi la place de Paris? Il faut reconnaître que nous avons sur Paris la majorité des organes de presse au niveau international et sous-régional. Nous pensons que Paris aussi est un bon relais pour que le message d'invitation et de présentation du salon atteigne toutes les personnes, les acheteurs et les professionnels qui sont intéressés. Nous allons donc prendre toutes les dispositions pour que les visas soient délivrés le plus rapidement possible. D'autre part, toutes les informations relatives au CIAO, donc nous avons toutes les fiches, les conditions d'inscription, tout ce qui concerne l'organisation matérielle du CIAO. Nous avons à notre disposition les informations et donc tous ceux qui s'adresseraient à nous dans ce cadre-là, nous allons tout faire donc pour leur donner la bonne information. Les enjeux du salon, les opportunités d'affaires, les principales innovations à l'occasion de cette 14e édition, autant d'aspects largement expliqués et commentés par le premier responsable du salon. Il s'agit donc de faciliter les inscriptions, de faciliter les paiements, mais aussi de faciliter les accréditations. Et pour la première fois, le CIAO va mettre en exploitation un logiciel de gestion qui va permettre de mieux gérer les données, de procéder à des analyses pour l'avenir. Leurs attentes, des suggestions pour l'amélioration de l'organisation, les conditions de séjour et d'accréditation, voilà entre autres les questions qui ont été posées par les journalistes. L'édition 2012, il y a eu un salon professionnel avec des rencontres business to business, B2B, qui était une bonne chose. Je pense qu'il faut vraiment pousser les efforts de ce côté-là parce que de notre côté, c'est-à-dire en Europe, en Occident, en Asie ou en Amérique, il y a une vraie demande du public et des consommateurs pour des nouveaux produits, des produits de qualité. Et il y en a au Burkina et il y en a en Afrique de l'Ouest. Ma contribution, c'est déjà de parler du Burkina Faso. J'ai déjà fait des émissions avec des artistes burkinabés vivant en France, que j'accompagne et que j'accompagnerai jusqu'au CIAO à Ouagadougou. Artisanat africain, entrepreneuriat féminin et protection sociale, c'est le thème de la 14e édition qui aura lieu du 31 octobre au 9 novembre prochain à Ouagadougou. Sont attendus à cette édition 3000 artisans issus d'une trentaine de pays, 300 acheteurs professionnels, 500 journalistes et plus de 3000 visiteurs grand public. Rencontrer les militants et échanger avec eux sur les questions politiques du moment, c'est l'objectif de la mission qui a conduit des responsables du CDP dans la commune de Samba, dans le Passoré. À l'occasion, on a procédé à l'installation des comités de base des 28 villages de la commune. Le reportage est signé Drissa Serré.
C'est dans une salle archi-comble de la Maison des Jeunes de Samba que les comités de base CDP des 28 villages de la commune de Samba et le député Edu Komboigo se sont retrouvés pour cette mission d'information. Précédé de l'installation des différents comités de base, les échanges ont porté sur les questions d'actualité, notamment l'enrôlement biométrique en cours, la préparation des prochaines échéances électorales et la mise en œuvre de projets de développement en faveur des jeunes filles. Il s'est également agi de faire le point sur le bilan du Conseil national du CDP qui s'est tenu la semaine dernière à Ouagadougou, sur les grandes conclusions, sur les grandes décisions qui ont été prises et pour leur demander de se tenir prêts pour les combats futurs. Nous avons également parlé des grands projets, des projets de forage, des projets d'institution de CSPS, des projets d'institution de centres de formation pour les jeunes filles en matière de couture et certainement d'implantation de moulins dans les différents villages pour le développement local. Le député a témoigné sa reconnaissance aux élus locaux CDP qui chaque jour se battent pour consolider les bases du parti au Passoré et les a invités à toujours faire preuve de fidélité et à se mobiliser pour remporter les batailles futures. L'honorable député a jugé utile de venir rencontrer les militants du CDP dans la commune de Samba, les comités de base, parce que depuis leur élection, il n'a pas eu l'occasion de les rencontrer. Donc ce matin, c'était ce devoir qu'il a voulu accomplir. Et ce matin, donc, tous les comités de base des 28 villages de Samba sont là pour que le député leur dise merci pour avoir accepté, toujours rester dans le CDP et surtout accepter s'engager dans ce travail qu'est le travail de responsable de CDP dans les villages. Les membres des comités de base ont renouvelé leur soutien indéfectible au CDP. Ils se sont engagés à respecter les mots d'ordre du parti et à resserrer les rangs pour les consultations électorales à venir. Fin de formation au profit d'une quarantaine de secrétaires exerçant à l'Assemblée nationale. Ouvert depuis le 15 avril dernier, le stage articulé en plusieurs sessions a pris fin ce vendredi dans les locaux du Parlement. Le compte-rendu est signé Anatole Nakoulma, Sylvain Vebamba. Assurée par un cabinet de la place, cette formation en Word et Excel avancée 2010 a concerné 40 secrétaires exerçant à l'Assemblée nationale. Réparties par groupe de 10, elles ont été formées en 3 séances à raison de 15 heures par groupe, essentiellement sur le traitement de textes et les fonctions de base du tableur Excel. Un plus qui vient accroître leurs connaissances et améliorer leur rendement. Ça fait près de 20 ans, mais je n'avais pas encore eu une telle formation. Dans notre temps, il n'y avait pas de micro-ordinateurs. Nous, on a commencé à travailler avec des machines mécaniques, électroniques et maintenant des ordinateurs. Mais on n'a pas reçu de formation comme ça. Vraiment, ça a été une très bonne chose pour moi. Tenons vraiment à dire merci à nos autorités qui nous ont permis de faire la formation et nous voulons que cela se pérennise dans les années à venir. Avec ces stages de perfectionnement, c'est l'administration parlementaire qui devrait s'en trouver plus performante. Les secrétaires dans une structure, c'est la vitrine des administrations. Si elles sont bien formées, en phase donc avec l'outil informatique, ça facilite naturellement le travail de l'administration. Parce que c'est un domaine aussi, vous savez, c'est en perpétuelle évolution. Donc il fallait quand même les mettre un peu à niveau. Tout en saluant de telles initiatives, les stagiaires ont formulé des recommandations afin de leur permettre de mettre en pratique ce qu'elles ont appris. Le chef de bataillon Didier Yves Bamouni, nouveau commandant du régiment de commandement d'appui et de soutien basé à Kaya. La passation de commandement s'est déroulée le jeudi dernier en présence de Seyrouzon, notre reporter. Du 10e RCAS, le régiment de commandement d'appui et de soutien de la première région militaire. Il remplace ainsi le lieutenant-colonel Milogo Daouda. Créé en 1996 par décret présidentiel,
Le 10e RCAS est un corps actuellement très engagé dans les opérations du groupement des forces antiterroristes et dans les opérations extérieures. Un défi que le nouveau chef de corps compte relever. Mon commandement, je compte le baser sur 3 piliers fondamentaux, à savoir la discipline, le renforcement professionnel et la cohésion. Parce que sans discipline, aucune institution militaire ne peut acquérir des résultats durables. Et sans formation professionnelle, l'on serait des criminels en puissance. Et enfin, l'armée est une famille. Et sans cohésion, il est illusoire de dire que nous sommes une famille. Pour mener à bien cette mission, le chef de bataillon Didier Yves Bamouni a surtout besoin du soutien de la hiérarchie militaire. Le commandement est facile et difficile à la fois. Facile car la formule consacrée qui vient d'être lue à votre installation prône à vos hommes d'obéir à vos ordres. La difficulté vient du comment obtenir cette obéissance. Cette obéissance, vous l'obtiendrez de vos hommes par rapport à l'image de chef que vous véhiculez, compétent, discipliné, travailleur, en un mot, vous devez être un exemple pour eux. Après son baccalauréat en 1999 au Prytanée militaire de Kadiogo, le chef de bataillon Didier Yves Bamouni s'engage la même année dans les forces armées nationales. Il a occupé plusieurs fonctions et a aussi participé à des missions en République démocratique du Congo et au Darfour. Il est marié et père d'une fille. À Manga, dans le centre-sud, l'heure est au renforcement des capacités des gouverneurs de région pour une meilleure coordination des activités gouvernementales. Pour une première, le séminaire annuel des gouverneurs est consacré à la communication. Communication avec la hiérarchie, communication en période de crise, mais aussi appropriation des techniques rédactionnelles et de décodage des messages chiffrés. L'objectif est de parvenir à une gestion efficace et efficiente des régions. Reportage de Oswald Gaëtan Segeda. Les gouverneurs, dépositaires de l'autorité de l'État dans les régions, sont à Manga ce 8 mai, à l'école de la communication. Ils vont revisiter des modules pour une meilleure coordination de l'action gouvernementale au niveau régional, mais aussi assimiler des techniques de communication en période de crise. Tous les analystes prédisent des moments difficiles pour notre pays jusqu'à l'élection présidentielle de 2015. Vous devez par conséquent adopter des techniques communicationnelles de crise qui ne provoquent ni n'attisent les conflits. Le verbe doit contribuer à l'apaisement et non porter le sabre, la haine et la division. Dans leur tâche de coordination, les gouverneurs transmettent des informations confidentielles à la hiérarchie. Pour éviter des fuites, il leur faut utiliser des codes inaccessibles au grand public, d'où le recours à des techniques de l'armée. Le second volet du thème de ce séminaire est consacré à l'utilisation du code RCI. Ce code est un outil qui tire ses origines de l'armée et permet de transcrire des informations sensibles et confidentielles de manière codée. Mieux coordonner l'action du gouvernement, mieux communiquer en période de crise, mais aussi et surtout assurer efficacement la confidentialité de certaines informations, c'est ce qui est attendu des 13 gouverneurs de région à ce premier séminaire annuel. Un guide de suivi et évaluation des activités des associations des parents d'élèves et des associations des mères éducatrices a été validé jeudi dernier. Ce référentiel devrait servir à améliorer la qualité de l'éducation au Burkina Faso. Reportage de Bouma Ernest Nibier. Voici le document qui a fait l'objet de validation au cours de cet atelier qui a réuni les acteurs de l'éducation ce 8 mai 2014 à Ouagadougou. Élaboré par le cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base CCIB avec l'appui financier de Borne-Fontaine, il a pour but d'aider les associations des parents d'élèves APE et celles des mères éducatrices AME à mieux organiser leurs activités. On est parti d'abord d'un processus de renforcement des capacités des APE et des AME. Et à l'issue de ce processus, on a constaté qu'il y avait des acquis, bien sûr, mais qu'il y avait aussi des limites. Et comme le principe est de travailler à autonomiser ces structures,
Mais nous avons pensé qu'il était bon pour justement leur permettre de s'auto-évaluer à un moment, de produire ce guide-là qui va les accompagner pour pouvoir évaluer leurs propres performances et justement aller à la recherche de solutions pour lesquelles nous serons également là pour les accompagner. Au niveau des parents d'élèves, de chaque fois il y a des problèmes. Mais avec l'arrivée de l'élaboration de ces documents, et je pense que vraiment vous n'entendrez plus parler de problèmes au niveau des parents d'élèves. Parce que le document est clair, limpide, et vraiment si on arrive à bien exploiter ce document, ça va trop aider même l'ensemble des élèves du Burkina et le ministère de l'Enseignement. Ce guide présente des généralités sur les APE et les AME, surtout leur structuration et leur fonctionnement. Le document propose également des esquisses de principes de gestion. On leur a donné des outils pour pouvoir identifier, programmer, mettre en œuvre des activités, faire le suivi de ces activités, rendre leur gestion beaucoup plus transparente, beaucoup plus participative, formaliser les mécanismes de reddition de comptes au niveau des différentes écoles, faire en sorte en tout cas qu'il y ait beaucoup plus de transparence, de crédibilité et qu'il y ait beaucoup plus d'adhésion des parents d'élèves au processus même de la vie de leur association. Ce référentiel sera mis à la disposition des APE et des AME des écoles du Burkina. Ces concepteurs comptent à la longue le traduire dans les langues nationales pour qu'il soit mieux et largement utilisé. L'ONG Save the Children a procédé le vendredi 9 mai au lancement du rapport sur la situation des mères et des enfants dans le monde. C'est un indice annuel qui indique les pays où les mères et les enfants ont les meilleures conditions de vie. Sir Sylvestre Da a lu pour vous ce rapport, son compte rendu. Le rapport 2014 de Save the Children sur la situation des mères dans le monde, présenté par les responsables de l'ONG au Burkina, fait une étude comparée du bien-être des mères et des enfants dans 46 pays développés et 132 en développement, soit 178 pays au total. La Finlande, la Norvège et la Suède arrivent en tête du classement, tandis que le Mali, le Niger, la République démocratique du Congo et la Somalie occupent les dernières places. Le Burkina Faso, lui, est classé 161e. Le classement est fait sur la base de données recueillies dans les structures officielles des différents pays. Ces données font état d'écarts colossaux entre les pays riches et les pays pauvres. Les conditions pour les mères et les enfants dans les pays occupant les dernières positions sont peu réjouissantes. En moyenne, vous avez une femme sur 27 qui meurt de causes liées à la grossesse et un enfant sur 7 qui meurt avant son 5e anniversaire. Ces données mettent aussi en relief le rôle que les conflits armés, la gouvernance insuffisante et les catastrophes naturelles jouent dans ces tragédies. Pour contribuer à mettre fin aux morts évitables des mères et d'enfants de par le monde et surtout dans les pays où sévissent les crises humanitaires, Save the Children recommande la prise de certaines mesures. Faire en sorte que chaque mère et chaque enfant vivant dans un contexte de crise ait accès à des soins de qualité. Investir dans les femmes et les filles et veiller à leur protection. Développer la résilience à plus long terme pour atténuer les effets néfastes des crises sur la santé. Concevoir des interventions d'urgence avec une perspective à plus long terme en tenant compte des besoins spécifiques des mères et des nouveau-nés. Save the Children est une ONG à vocation humanitaire créée en Europe en 1919. Elle est présente au Burkina depuis 2000 et intervient essentiellement dans le centre-nord et le Sahel. L'organisation est à son 15e rapport annuel publié. L'objectif est d'aller plus loin dans l'accomplissement de ses missions en braquant les projecteurs sur les besoins à satisfaire et les solutions efficaces qu'il est recommandé d'apporter aux politiques publiques. Dans une conférence publique tenue à Bossé dans le Kourouéro, le ministère a sensibilisé les autorités administratives, coutumières et religieuses à s'engager dans la lutte contre ce fléau. Reportage de Moussaki. Selon une étude du ministère des Droits humains et de la promotion civique, 75% des femmes accusées de sorcellerie ont l'âge de 50 ans. Face à cette situation,
Le département des droits humains a organisé une conférence publique à Boussé pour sensibiliser les autorités administratives, coutumières et religieuses à s'engager activement dans la lutte contre ces fléaux dans la province de Kourouégo. Nous avons organisé cette conférence aujourd'hui sur un problème de société qui nous concerne tous et nous voulons interpeller la conscience de toute la population que en fait nous puissions lutter tous contre ce problème de société qui en fait est une négation des droits des femmes. Boussé fait partie des provinces où le phénomène est plus accentué. Cette rencontre de Boussé a pour thème exclusion sociale des femmes accusées de sorcellerie, dangers, défis et perspectives. Le problème des femmes accusées d'être des mangeuses d'âmes n'est pas nouveau pour les responsables de la commune de Boussé. C'est vrai, nous sommes nés trouver cette pratique dans notre société. De nos jours, la population a pris conscience que cette pratique n'ignore pas les femmes, raison pour laquelle les gens sont sortis nombreux pour unir leurs forces afin de combattre ce fléau. Après Boussé, le ministère des Droits humains et de la promotion civique compte organiser ce genre de rencontres à Yako et à Kombisiri pour le respect des droits des personnes vulnérables au Burkina Faso. Et puis aujourd'hui, 10 mai, on célèbre la journée africaine de la lutte contre la drépanocytose. Au Burkina Faso, une conférence a été organisée pour soutenir les associations qui luttent contre cette maladie. Reportage de Evelyne Dabiré. Cette 18e journée africaine de lutte contre la drépanocytose était axée sur une conférence sur cette pathologie, l'objectif étant de fournir le maximum d'informations sur cette pathologie afin de l'éviter ou, à défaut, de mieux vivre avec. Et le geste salvateur, c'est le dépistage pour la prévention. La drépanocytose a plus de 100 ans et malheureusement, nos populations la connaissent très peu. Donc ce matin, c'est pour la faire connaître, son mode de transmission, ses principales complications aiguës et chroniques. Et surtout, nous mettrons l'accent sur la prévention, qui est le maître mot dans cette pathologie. Tout parent qui a un enfant drépanocytaire, la conduite à tenir, c'est de faire suivre son enfant, et ce de façon régulière. Un suivi médical permet à l'enfant d'avoir une meilleure qualité de vie. Les propos de tous les intervenants en prélude à la conférence ont porté sur la nécessité du dépistage. Et la Jeune Chambre internationale Ouaga Synergie, en appui au comité d'initiative contre la drépanocytose au Burkina, s'est investie dans cette lutte. La drépanocytose souffre surtout dans un premier temps du manque d'informations. Donc c'est ce qu'il y a dans un premier temps, avant d'aller sur le terrain pour impacter, il fallait d'abord donner le maximum d'informations pour justement permettre que cette action sur le terrain soit le plus impactante possible. Cette pathologie génétique est la plus fréquente au monde. 300 000 naissances de drépanocytaires par an dans le monde, dont 200 000 en Afrique et 1,8% de ce taux au Burkina Faso, avec 50% de décès avant l'âge de 5 ans par défaut de dépistage ou de prise en charge. Et puis demain, 11 mai, on va célébrer le 33e anniversaire de la mort de Bob Marley. Le Madiba Matai propose à cette occasion une série de rencontres pour rendre hommage au pape du reggae. C'est un reportage de Anaïs Guéra et de Claudine Bikaba. Les Rasta Day ne sont pas uniquement réservés aux Rasta comme leur nom pourrait le laisser supposer, mais à tous les passionnés de musique, notamment de reggae. En fait, ce qui se passe, c'est que je ne défends pas que le reggae, je défends toutes les musiques qui sont des paroles, qui témoignent, qui apportent quelque chose à l'humanité. Ça peut être, il y a Fela Ransome Kuti qui a fait des choses, Myriam Makeba, il y a plein de gens qui ont... Mais c'est vrai que la musique reggae a une grande part de conscientisation dans son travail. Donc c'est vrai qu'on lui donne une bonne place, c'est sûr. Le reggae, Bob Marley, c'est un des pionniers qui a amené... Comme il a dit, en fait, il a réussi à faire traverser les frontières. C'est une musique qui traverse les frontières et qui fédère. Et c'est très important, des moments où il y a de la xénophobie, des haines, de vraiment mettre en avant toutes les expériences comme ça positives pour ramener les gens dans une humanité qui est une humanité de paix, de respect et de compassion. Kadjem, un des artistes déjà présent l'an passé, a fait le déplacement depuis Abidjan pour pouvoir être à Ouagadougou pour célébrer l'anniversaire de la mort de Bob Marley. Mon dernier passage ici était très positif, que ce soit en termes de
contact avec le public ouagalais, que des rencontres même avec les artistes. Et puis il faut dire que le 11 mai est une date importante. Les célébrations qui ont lieu au Madiba mélangent un peu presque tous les aspects de la culture Rasta. Et donc moi, je me sens totalement honoré. Fan inconditionnel de Bob Marley, Rasta ou tout simplement passionné de musique, le rendez-vous est donné au Madiba Maté en face du stade du 4 août pour 3 jours de musique, de films, de débats et même d'expositions. Voilà, on y sera, Claudine. Ceci dit, religion à présent, le village de Kegle-Gorin, localité située à 5 km de Touessé dans le Bazéga, dispose désormais d'une mosquée moderne. La mosquée de Kegle-Gorin est bâtie sur environ 150 mètres carrés et peut contenir près de 200 personnes. Cette mosquée a été financée par un anonyme et son inauguration a été parrainée par le ministre de l'Administration territoriale et de la Sécurité. Le reportage lui porte la griffe de Ismaël Diloma Sirima. Plus besoin de se confiner dans cette petite mosquée en banco. Les habitants de Kegle-Gorin et environnants disposent désormais d'une bâtisse de type moderne. Et pour cette prière inaugurale, les fidèles ne voulaient pas se faire compter l'événement. Chacun tenait coûte que coûte à avoir une place à l'intérieur. On ne s'y attendait pas du tout. On est vraiment content d'avoir cette mosquée. Nous remercions le donateur. Que Dieu lui bénisse. Cette mosquée a été bâtie grâce à un généreux donateur qui préfère garder l'anonymat et qui a refusé de dire le coût de l'infrastructure. Je remercie tous ceux qui ont pu faire le déplacement et aussi remercier le donateur parce qu'offrir une mosquée à un village, c'est vraiment quelque chose de grandiose. Kombessri n'a plus de tradition à part la religion musulmane. Parce que jamais vous n'entendrez parler de la fête coutumière des chefs de Kombessri. Nous, nos fêtes, c'est les tabaski, les ramadans, c'est la religion musulmane. Nous n'avons plus de coutumes à faire. En plus de cette mosquée, le donateur anonyme prévoit de faire un forage et également de bâtir une école coranique. Et puis après 8 ans d'absence au Burkina Faso, le pasteur William Koumouyi est resté très populaire. De nombreux chrétiens ont écouté son message au cours d'une rencontre où les participants ont prié pour l'explosion de la puissance de Dieu. Le reportage est de Yolande Lompo. 8 ans après son premier contact avec les chrétiens au Burkina Faso, les 5000 places du nouveau siège de l'église biblique de la vie profonde n'ont pas suffi pour contenir la foule à cette première soirée de la Grande Croisade. Tous ont expérimenté l'explosion de la puissance de Dieu et des miracles, il y en a eu. Car des paralytiques ont pu témoigner de la bonté du Très-Haut. Les dossiers sont là pour confirmer. Et quand je suis arrivé ici, pour marcher comme ça, il faut qu'on m'attrape parce que je ne pouvais pas. Nous avons vu des gens qui ont marché, j'ai vu ça, on ne m'a pas raconté. Et je crois que c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Entre louange et adoration, le surintendant général a axé sa prédication sur Jésus, le Rédempteur qui ôte le péché du monde. Ce qui m'a vraiment touché de la prédication, c'est que, comme le pasteur l'a dit, la première chose, c'est l'objectif. Pourquoi Jésus est venu sur la terre? Pourquoi Jésus est venu pour moi? Et la deuxième chose, comme il l'a dit, c'est la promesse faite par Jésus. Et enfin, la troisième chose, c'est la puissance de Jésus. Je retiens que Jésus est vivant et quand on croit en lui, on a la vie sauvée. Cette croisade est couplée avec l'inauguration du siège de leur église dont la construction a démarré en 2001. Et à l'occasion, on notait la présence d'un représentant du gouvernement, mais aussi des bergers des églises sœurs. Je l'ai reconnu comme un mentor qui a impacté ma vie. Je suis venu m'arrêter publiquement pour dire à tout le monde que dans la vie de chaque être humain, il y a toujours quelqu'un qui vous a marqué. Et lui, il m'a marqué. La bonne nouvelle est que leur hôte restera parmi eux jusqu'au dimanche 11 avril 2014 pour l'apothéose. Ainsi se referme votre journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour d'autres actualités. Merci, au revoir et à demain.